Bien, mes chers collègues, nous allons commencer à l'heure, ça va faire venir les retardataires, puisque le quorum est atteint. Donc, je vais ouvrir cette séance, donc la 33e de notre mandature, excusez-moi. Nous avons à désigner un secrétaire de séance. Je vous propose, comme à l'accoutumée, notre Benjamin, M. Charpentier, s'il accepte cette lourde tâche. Je vous en remercie. J'ai reçu un certain nombre de pouvoirs. Madame Reculot, qui arrivera un petit peu en retard, qui a donné son pouvoir à Madame Thibault. Monsieur Francis Vrignot, qui m'a donné son pouvoir. Monsieur Daniel Gachet, qui arrivera lui aussi en retard, qui, en attendant, a donné son pouvoir à Monsieur Arnaud Charpentier. Madame Libessart a donné son pouvoir à Madame Parpaillon. Madame Labarsouk à Madame Simonet. Madame Cardinès à Madame Da Silva. Et Monsieur Caillé pour Monsieur Bonin. Ah oui, celui de Madame Constantin, pardon, pour Madame Coirier, excusez-moi. Nous avons à approuver un procès-verbal qui est celle de la séance du 2 mai 2017. Y avait-il des remarques? Non, donc je le considère comme adopté. Ben voilà, donc M. Gachet est là, donc ça fera un pouvoir en moins. Je vais vous demander de retirer une délibération qui est la délibération numéro 11 qui sera reportée pour une raison simple, c'est que la société qui est concernée par cette délibération ne nous a pas encore envoyé ses enregistrements. Donc dans l'attente, on le retransmettra jusqu'au moment où on aura donc les papiers qui nous permettront de la passer. Voilà, nous allons commencer par le traditionnel et annuel tirage du jury. Je remercie les services d'être là. Et donc, si vous voulez bien, nous allons donc faire ce tirage au sort. Je vous rappelle, hein, c'est un tirage qui est fait par un logiciel qui nous est fourni par les autorités de tutelle et qui fait qu'on prend les gens de la liste électorale. Il y en a 24 à faire qui sont âgés de 23 à 80 ans. Voilà. Voilà. Donc, vous avez le résultat qui s'affiche là. Donc, vous avez madame ou mademoiselle, je n'en sais rien, de Corté Nathalie, monsieur Pascal Faure, madame Hélène Girard, madame Sandrine Loger, monsieur Norbert Moinereau, monsieur Pierre Rabillet, madame Yolande Sicard, monsieur Stéphane Rouillet, monsieur Alla, c'est Alla, hein, excusez-moi, mais c'est écrit petit, Trouva, monsieur Paul Girard, madame Anne-Marie Guilloton, madame Christiane Drapeau, madame Annie Pluchon, monsieur Ludovic Jo, madame Majorie Campin, monsieur Loïc Fèvre, monsieur Jacques Deshaies, madame Béatrice Benin, c'est ça, madame Chantal c'est Giton, doit-on dire, je pense, monsieur Francis Voineau, monsieur Daniel Guilbeault, madame Reine Case, monsieur Rudy Careil, c'est Careil ou Capel Garel, et madame Isabelle Papin. Voilà. Donc je vous remercie. Nous allons pouvoir commencer, donc si vous voulez bien, l'ordre du jour. Hop là. Ah bah ça aurait été bien de me le mettre comme ça. Tiens, la prochaine fois. On va attendre. Allez. On passe ça en PDF.
Voilà, on attend le changement d'ordinateur. Et nous allons pouvoir passer à la première délibération, qui est une décision modificative numéro 1 sur le budget principal. Voilà. Donc, cette délibération sur la décision modificative numéro 1 est surtout impactée par l'injustement des impôts et des dotations qui nous ont été notifiés par l'État. En effet, vous vous souvenez, j'avais dit que le fait de passer au-dessus de 10 000 habitants nous avait fait perdre un certain nombre de dotations. L'inverse, puisque nous sommes redescendus à 9 990 et des poussières, j'ai plus exactement le chiffre en tête, à quelques unités près, nous fait repasser en dessous. Du coup, nous perdons la dotation de solidarité urbaine et nous gagnons la dotation de solidarité rurale. Et si jamais on peut voir la décision modificative à l'écran, s'il vous plaît. Voilà. Vous voyez que la dotation de solidarité rurale se monte à 520 133 €. Alors, les projections qu'on en fait sur les années d'après vont être un peu moins élevées. Hein, et il y a des intermédiaires qui font qu'on a cette somme qui est assez importante. Et la dotation de solidarité urbaine, par contre, diminue de 17 174 €. Donc vous voyez un petit peu l'effet de seuil qui est important et qui fait que du coup, eh bien, nous avons un plus qui va apparaître par rapport à notre budget primitif, puisque nous nous étions calés sur les dotations de l'État de l'année d'avant, avec bien sûr notre participation au redressement des finances publiques telles qu'elles avaient été annoncées par le ministre de l'économie à l'époque pour l'ensemble des communes donc du territoire. D'autres choses interviennent. Vous avez les taxes foncières et d'habitation, comme toujours, on avait vu un petit peu juste, c'est normal, pour lesquels on a plus de 12 000. La dotation forfaitaire qui baisse un petit peu, elle, par contre, de 11 000, donc ça se neutralise pratiquement. La dotation nationale de péréquation à moins 1 083 €. La dotation unique de compensation de TP à moins 6 000 €. Et par contre, les compensations d'exonération des taxes foncières qui, elles, est plus 6 339 €. Donc tout ça donne un résultat positif sur notre fonctionnement, dont on va se servir surtout en faisant un virement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement à 478 305 €. Et du coup, on va mettre une petite poire pour la soif en plus sur les dépenses imprévues de 29 511 €. Si vous avez ces euros qui traînent, c'est tout simplement parce que vous allez voir que comme on fait un gros virement en investissement, on va là aussi faire une petite poire sur la soif, mais on arrive du coup au plafond de ce qui est autorisé par l'État. Et donc il nous restait cette queue de 29 511 € qu'on laisse donc du coup en fonctionnement, et qui, si jamais il n'est pas utilisé, se retrouvera dans l'excédent de fonctionnement en fin de service. Nous avons par ailleurs une dépense en moins qui est celle du matériel du centre de loisirs pour 800 € que vous allez retrouver tout simplement en investissement. Donc ça nous permet de passer du fonctionnement vers l'investissement. Donc ceci fait qu'on a un équilibre de fonctionnement à 503 416 €. Si on passe maintenant pour l'investissement, nous avons la restructuration du jardin du Maine. Ça, c'est sur la restructuration des serres où nous avons 35 000 €. Nous avons d'un autre côté les dépenses imprévues, j'en ai parlé tout de suite, qui est à 163 000 €. Nous avons la dernière étude, enfin complémentaire et finale, donc pour l'école du centre à 300 000 €. Puis nous avons en fait quelque chose qui va s'annuler. Il y a un projet de retail park donc, qui
qui est prévu. D'ailleurs, c'était la fameuse délibération numéro 11 que je vous ai demandé de retirer. Mais on garde l'écriture pour l'instant, où tout simplement on fait comme pour le centre Leclerc, il y a un rond-point à faire. C'est-à-dire qu'on fait, on fait une avance et c'est remboursé donc par la société. Donc vous avez plus 24 000 euros d'un côté et moins 24 000 de l'autre. Hein. Ça, ce sont les études pour ce Retail Park. Nous avions voté au dernier conseil des signalétiques pour le parcours Clémenceau qui est vendéen, donc qui est de 2600 euros et que vous retrouvez ici, avec en face 2 subventions qui sont de 1060 euros et de 636 euros. Tout ça a été voté donc au dernier conseil et est exprimé ici. Enfin, dernière recette, qui est une recette de subvention, c'est les amendes de police pour 21 399 euros. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a eu sur Luçon 21 399 euros d'amende. C'est une répartition qui est faite par les services de l'État auprès des communes sur l'ensemble des amendes de police qu'ils reçoivent. Voilà. Ça nous fait donc un équilibre donc de dépenses et de recettes pour la section d'investissement de 525 400 euros. Avez-vous des remarques ou des questions? Oui, monsieur. Oui. Concernant trois points. Concernant donc la dotation de solidarité rurale, donc effectivement on a en entrée 520 000 euros qui correspond pour nous à une baisse effective aujourd'hui de la population DGF et question sur la population totale municipale. On peut en tirer une conclusion peut-être courte, mais d'un... Enfin, il s'agit d'une vingtaine de personnes. Hein. On est sur un effet de seuil. Mais à la limite, je vais vous dire, hein, je ne vais pas trop... Je vais pas forcer pour repasser au-dessus de 10 000, hein, parce que c'est les Luçonnais qui payent derrière. Hein. Ça, je vous le dis tout de suite. Il n'y a pas que la population. Effectivement, c'est la porte d'entrée pour avoir les dotations. C'est quand même important. Ça en fait partie, effectivement. En sachant qu'il y a aussi une part des 5 000, 10 000 habitants sur les 1000 plus grosses communes. Des 5 000, 10 000 habitants, aujourd'hui, on n'est pas dedans. Voilà. C'est aussi par rapport à la taille de la surface de la ville. Voilà pour le premier point. Excusez-moi, j'ai pas compris ce que vous aviez dit. Non, j'ai dit il y a aussi la possibilité d'avoir cette aide pour les villes de 5 000 à 10 000 habitants, ouais, pour les 1000 plus grosses villes de France. Voilà. Aujourd'hui, on n'est pas... en surface. En surface aussi. Ah oui. Voilà. Enfin, sauf à annexer les communes aux alentours. Je vois pas trop comment on peut faire. Comment vous faites? Vous avez au sud la Natura 2000, hein, et vous avez au nord des terrains agricoles qui sont des terrains de bonne facture. Très honnêtement, puisque vous en parlez, je pense que de toute façon, quand on fait des calculs de projection, si jamais on veut arriver à ces montants de subventions sur les plus de 10 000, 20 000 habitants, il faudrait qu'on dépasse les 12 000 habitants. Il n'y a que les fusions. Hein. Ben ça, c'est quelque chose à réfléchir. Hein. Je suis d'accord avec vous. On en pense aussi que peut-être qu'à un moment donné, pour avoir un budget supplémentaire et une attractivité... Mais j'en parle avec certains de nos collègues. Voilà, je sais que c'est compliqué, mais je pense que ça sera un point important d'ici quelques années. Mais je pense que, en fait, les textes sont tels que ça permettrait aujourd'hui d'avoir un certain nombre d'avantages, y compris pour la population, et surtout pour la population, il faut bien dire les choses telles qu'elles sont. Et que donc, le tout, c'est que vous savez très bien que psychologiquement, excusez-moi, c'est les calmants qui font que j'ai la bouche sèche, psychologiquement, c'est difficile pour des communes de moindre taille, surtout de s'attacher à une ville-centre. Tout est possible. Tout se discute et tout se travaille. Et effectivement, ça se fait à long terme. Oui. En voilà un point. Et puis, peut-être faire un point final à la fin de l'année, savoir effectivement si on est gagnant ou pas sur la totalité, avec la perte. Donc, a priori, on ne perdrait que 17 000 euros, c'est ça? Sur la dotation urbaine. Ah oui, oui, non, mais ouais, la balance est largement positive. Ça compense la perte de dotation. Ça va nous compenser une partie des baisses de la dotation de l'État, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Ah oui, oui, mais c'est notifié par l'État. Deuxième point, c'est une question sur la restructuration du jardin humain et des serres. Pour connaître à peu près le projet qu'il y a derrière, on a eu des échos.
Est-ce la fermeture des serres? Non, le déplacement du personnel? c'est une partie des serres donc, qui sont détruites parce qu'elles ne servent plus. Donc on garde une partie des serres. Bon, ça, dans les restructurations, si vous voulez, on a moins de personnel. Hein. Donc on trouve des systèmes un petit peu différents. D'ailleurs, vous avez pu voir les tapis de fleurs qui sont aujourd'hui dans le jardin sont en fait viennent de l'extérieur, donc ça nous coûte moins cher, mais on garde quand même une partie production qui est quand même le savoir-faire des jardiniers de la ville, hein. Mais ils sont moins nombreux, donc moins de surface, et à partir de là, bon, on n'a plus besoin de ces serres. Est-ce que c'est la partie qui est liée à la chaudière qui posait souci, et est-ce que plus largement ce projet rentrera dans l'aménagement global du jardin du Maine et des ouvertures? Alors ça fait partie bien entendu des réflexions qui ont été faites sur la restructuration du jardin du Maine, hein, bien entendu. Hein, là, ce sera un plan pluriannuel. Vous savez bien que dans ce domaine, façonner un jardin, ça ne se fait pas comme ça. Donc ça fait partie en effet des réflexions qui ont été faites par les professionnels sur cette structure. Et dernier point, celui qui prendra peut-être un petit peu plus de temps et un peu plus de débat, sur l'étude donc, de l'école du centre. Je vois que contrairement au séminaire, cette fois-ci, il n'y a pas le lieu indiqué. Donc, il n'y a pas, pardon? Le lieu indiqué sur la ligne. Donc, oui, non, là, ça fait partie, si vous voulez, des différentes possibilités qu'on a, on termine. Donc après, maintenant, on va avoir toutes les études. On prendra la décision très très rapidement, avec le comité consultatif, bien entendu, voilà, qui sera... et la première, bien entendu, malheureusement, je dis bien malheureusement, des critères qui seront retenus, ce sont des critères qui sont des critères de coût. De ce côté-là, tout est possible. Alors effectivement, si on annonce le champ de foire, notre position là-dessus reste un pourquoi pas. Nous demandions, et le collectif demandait à ce que l'école du centre reste au centre. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'elle ne soit pas au centre si elle est placée sur le champ de foire. Donc effectivement, oui, on peut soutenir cette démarche et on la soutiendra sur certaines questions. Sur certaines conditions, pardon. Une, le fait que ça n'impacte pas la foire du 15 août. On a vu le président, a priori, il y aurait une possibilité, donc pourquoi pas là-dessus. On attend une réponse. Je ne vais pas plus loin sur le sujet, mais si ça n'impacte pas le comité de la foire du 15 août, et indirectement et directement... c'est même mieux, c'est que à la limite, on va même peut-être pouvoir répondre à une vieille demande qu'il avait fait lui. Donc si on fait d'une pierre deux coups... Sur ce principe-là, sur la deuxième solution, enfin la solution... effectivement, si le comité est d'accord, et pourquoi pas, ça fera quelque chose de... Voilà, ça fera un renouvellement, et il y a une bonne possibilité de récupérer un beau terrain de cette partie-là. Il y a aussi le projet urbain, donc effectivement, ce qui voudrait dire la destruction de l'école du centre, en gardant la protection de... J'ai perdu le nom de la sculpture qui est de l'autre côté. Voilà, c'est une imposition, voilà, ce sera imposé par l'architecte des bâtiments de France. Le fait, effectivement, de pouvoir mettre du logement et du commerce, pour le commerce, ça serait sous condition, on en a parlé entre nous, on ne va pas revenir là-dessus, parce que c'est un projet qui est privé et qui est sensible pour le centre-ville. Oui, s'il n'y a pas d'e-commerce, mais s'il y en a quelques-uns, oui. Pour le logement, on sait que le logement, aujourd'hui, il y en a beaucoup sur Luçon et beaucoup de vide. Et comme pour l'aménagement au port, oui, si c'est du F4 et du F5 pour faire venir des familles, si c'est du F2, on n'en veut pas. Voilà. Et non, mais faut être clair aujourd'hui. Bah, écoutez, sur l'étude qu'a fait le Fonds public d'investissement, aujourd'hui, c'est pas ce qui manque. Voilà. Bah, il n'y a pas de souci. Oui, non, on a beaucoup de demandes de F2, F3. Il faut savoir que vous avez, dans toutes les villes-centres, d'ailleurs, on a un petit peu ce phénomène-là, vous avez aussi des demandes donc, de personnes de périphérie, d'un certain âge, qui ont des grands terrains et qui préfèrent revenir sur le centre. Aujourd'hui, dans leur étude, il est très clair que si on n'a pas de jeunes familles ici, ce n'est pas spécialement à cause ou en cause des impôts, mais bien parce qu'il n'y a pas de F4 et de F5 à l'achat ou à la location. On est très peu doté là-dessus. Et les gens partent à l'extérieur. Donc effectivement, si on... Bah, écoutez, si pour le port on part sur ce principe-là, on part dans le mur tout de suite alors.
Ouais, donc j'en ai. Non, mais c'est sauf pas ça, que. mais je veux dire que ce que vous dites, aujourd'hui, on a des F5 et des F4 qui sont vides. Mais quel type de F4 et F5, c'est ça? Dans quel état Ouais, sauf que c'est bah, à Dumaine et que c'est au 4e étage. Donc Ouais, voilà. attention. Donc c'est ce qui pose problème. Moi, je parle pas des logements sociaux, là, hein, je parle du privé. Hein. Ah oui, Si on- d'accord. Si on part sur du privé, on part sur du privé. Ah oui, bah, d'accord. Oui, ok. non, mais alors attention, les critères logements sociaux, il faut faire attention. Vous savez qu'à peu près 70% de la population aujourd'hui en France peuvent bénéficier de logements sociaux. Oui, tout à fait. C'est pas forcément, si vous voulez, des logements qui vont avoir pour des personnes qui ont des très grandes difficultés sociales. Il y a des questions d'âge, il y a des questions, il y a beaucoup de choses. Or, si vous voulez, les privés aujourd'hui s'orientent aussi vers des logements sociaux. Qui ne sont pas forcément, si vous voulez, j'allais dire, bon, parce que c'est péjoratif, quand on dit logements sociaux, on dit logement pour les personnes qui ont des problèmes sociaux, c'est pas forcément ça. Il faut quand même être très clair là-dessus. Au-delà de ça, il y a un projet urbain important qui est à faire derrière, c'est un projet là, on est pluriannuel, donc dans le déplacement de l'école, de l'aménagement de l'ancienne qui ne l'est pas encore école. Une autre idée aussi qu'on a eue et qui serait peut-être intéressante de voir, alors effectivement c'est encore un coup, il y a une maison qui est à vendre depuis très longtemps, je pense 4 ou 5 ans, qui est située au 38 rue Jean-Clémenceau, qui est attenante à la Arcadie, enfin à la librairie Arcadie, et aujourd'hui cette maison donne sur les deux axes, c'est-à-dire sur la route arrière, c'est Prosper Diet, je crois, et sur la rue Clémenceau. Peut-être que dans la construction, effectivement, de mettre un parking ici, parce qu'il faudra un parking pour les commerçants, ça c'est clair. Peut-être que permettre une percée dans ces bâtiments-là permettrait d'avoir un accès direct et plus rapide au niveau des parkings et d'alimenter un flux et qui pourrait aussi servir en délestage quand il y a des animations. Je pense que ça serait une occasion peut-être de rentrer en contact. Tout est une question de coût et d'acceptation de l'architecte des bâtiments de France. Donc pourquoi pas, l'idée peut être... A priori, ces deux maisons qui ont été réunies en une seule, en termes d'architecture, il n'y a rien de spécial, mais si on part sur un projet global, peut-être que ça serait vraiment une occasion d'avoir peut-être une partie, on pourrait peut-être délester les voitures et mettre du piétonné de temps en temps. Voilà, c'est quelque chose à réfléchir sur le global, mais on ne peut pas l'esquiver aussi et se donner la possibilité d'animer effectivement ce centre-ville. Alors là-dessus, pardon, excusez-moi, vous aviez terminé. Là-dessus, pourquoi pas, c'est des choses à regarder, merci de nous l'avoir dit. Je rajoute une chose, c'est que pour être vraiment clair dans ce que l'on a dit, c'est le fait aussi que sur l'emplacement où sera l'ancienne école du centre, il y a un nombre de places de parking donc, qui seront dégagées, avec une dernière idée de l'architecte, mais là tout est encore à déterminer. Ce serait de faire une partie sur pilotis pour dégager des places de parking en dessous. Bon, on va voir. Alors, Monsieur Benin avait eu cette idée-là. L'architecte l'a en même temps, donc on va regarder un petit peu ce que ça peut donner. Surtout voir si jamais pour les investisseurs, parce que bien sûr c'est pas la ville qui investira là ici, on n'en a pas les moyens. C'est sur les investisseurs, il y a quelqu'un qui nous suit sur cette idée-là, mais je trouve que l'idée est assez bonne. En tout cas, ça recentrerait un certain nombre de places de parking dans le centre-ville. L'histoire des circuits courts et longs. Vous savez que quand M. Nicolas avait fait son étude d'urbanisme, c'était une des choses qu'il mettait en avant. Donc la proposition que vous faites, je la lui soumettrai pour voir un petit peu comment se réorganisent à ce moment-là les circuits courts et les circuits longs. Puis j'en parlerai surtout à l'architecte des bâtiments de France, parce que faire une percée qui n'existait pas avant, je sais qu'un des anciens architectes des bâtiments de France était très très réticent là-dessus. On va voir ce que ça peut donner avec le nouveau, puisque là nous sommes dans une zone doublement protégée par la cathédrale et par le château d'eau, et donc il a tout pouvoir là-dessus. En même temps, a été déconstruit et reconstruit le Crédit Agricole, a été déconstruit et reconstruit les anciennes mutuelles de Vendée. Bon, oui. Effectivement, on remet du bâtiment pour du bâtiment, voilà. Mais on ne vit pas non plus... Voilà. Ce que dit la réglementation, c'est qu'on peut déconstruire à condition de ne pas avoir un bâtiment qui est remarquable. Ce qui va être le cas d'ailleurs de la sculpture dont vous avez parlé, qui doit être conservée et intégrée dans un éventuel bâtiment à venir. La deuxième chose, c'est de reconstruire dans les volumes.
parce qu'on aura un autre pâté de maison, à mon avis, qui dans le centre-ville va être soumis à ce genre de choses-là. Ça va être l'ancien hôtel du Croissant, hein, qui aujourd'hui, du fait de la liquidation qui dure et qui dure encore, fait que c'est un bâtiment qui est en forte, comment dirais-je, forte dégradation, hein, et pour lequel il y aura une réhabilitation qui sera relativement compliquée, trop coûteuse, et certainement déconstruction, reconstruction, sachant qu'il y a en plus des habitations privées qui sont à l'intérieur incluses. Donc c'est tout ça. Mais c'est bien, c'est une vision, si vous voulez, de restructuration de la ville à long terme. Je crois que c'est ça notre rôle. Hein, même si jamais ça peut chiffonner quelquefois des gens qui étaient habitués depuis leur jeunesse de voir une structure telle qu'elle était. Ça fait partie du rôle des élus, justement, de prévoir l'avenir face à ça. Et donc je vous remercie de vos réflexions. J'ai presque fini. Vous n'avez pas terminé, alors allez-y. Le maintien de la maternelle à sa place est une bonne chose, effectivement. Dans la structure, il y a des modifications à faire, Ouais. mais ça permet de rester sur la même ligne. Voilà, il n'y a pas de, voilà, il y a rien de spécial de ce côté-là, hormis le fait de la mettre effectivement aux normes et peut-être de changer l'entrée de l'école, de ne plus l'avoir de l'autre côté sur une route assez passante et en sens unique et qui pose souvent souci. Voilà, peut-être l'ouverture pourrait se faire un petit peu plus du côté de l'habitation. À voir avec l'étude. On va refaire tout de suite certains travaux, hein, je pense en particulier aux sanitaires, hein, qui sont vraiment à refaire assez rapidement. Après, justement, l'avantage de cette structure, qui du coup baisse le coût, hein, et rentre vraiment dans les capacités de faire quelque chose donc de bien, avec des possibilités d'extension, c'est aussi ça qui est important. Derrière, ça nous permet aussi de pouvoir faire une réhabilitation qui va être un petit peu étalée dans le temps. En effet, on peut du coup imaginer un certain nombre d'améliorations, là encore, à faire travailler par les architectes. Bon, je vais terminer. Et l'ABF. Je vais terminer là-dessus. Il faut aussi y voir du côté un projet d'école en concertation avec toutes les parties, c'est-à-dire les enseignants, les parents, les utilisateurs, la mairie aussi. Il ne faut pas squeezer toutes ces personnes et le fait que vous annonciez que le projet soit annoncé du coup au vœu nous permet, nous pose question. Non, on fera une réunion ça paraît très court pour réunir le comité de pilotage. Mais on le fera au mois de septembre, hein, le comité de ça paraît très pilotage. court pour faire une école qui est partie pour durer. Vous savez, on est sur un certain nombre de contraintes, hein, qui sont des contraintes très ténues. Donc la marge de manœuvre qu'on aura sur les modifications qui sont possibles sont relativement ténues. Hein, je parle là encore, si vous voulez, des contraintes à la fois architecturales, les contraintes de lieu, les contraintes de normes, et puis les contraintes de coût. Connaître l'utilisation, le nombre de classes, les possibilités. Aujourd'hui, le seul point négatif qu'il pourrait y avoir là-dessus, sur l'emplacement du champ de foire, c'est peut-être la taille, voire effectivement, alors peut-être en évolution, vous aviez dit que peut-être il y aura un agrandissement à étage. Dans la longueur, bon, ça paraît compliqué tout de suite, mais oui, c'est faisable. La taille de la cour et le problème d'un point sportif, parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien autour, ou alors il faut aller à pied, soit donc... Là, je le dis tout de suite, financièrement impossible. Non, mais je ne parle pas de salle de sport, attention. Hein. Ah, je parle d'une pièce de sport, où, un peu comme le Bossir, où elle est intégrée aujourd'hui dans le bâtiment. Là, après, il y a des questions de surface, de possibilités, de coûts. Hein, donc, on verra. Bon, si vous voulez, l'avantage de la dernière proposition qui nous a été faite et celle dont vous parlez, c'est justement la possibilité de pouvoir agrandir, alors à l'étage, puisqu'il y a une partie qui serait en étage, hein, une autre partie qui serait au rez-de-chaussée, accessible bien entendu et complètement aux normes. Ce qui existe d'ailleurs dans les bâtiments actuels, sauf qu'on n'a pas d'accessibilité et que de rendre l'accessibilité aurait des coûts qui sont des coûts qui sont complètement prohibitifs. Donc on retrouve, si vous voulez, mais il y a un moment où on veut quelque chose en centre-ville. L'espace en centre-ville, il est ce qu'il est. Hein, donc il y a un moment, je ne peux plus pousser les murs, quoi. Hein, maintenant, à voir, puisque on parlait tout à l'heure de la possibilité de récupérer des espaces
très peu de distance. Hein, pourquoi pas? Imaginez à ce moment-là, dans un Il y second aura temps. une chose aussi importante Dans un second temps, des on a possibilités comme ça. réfléchi et qui semblerait peut-être bon dans l'acquisition de ce nouveau terrain. Peut-être que le personnel de Sainte-Ursule qui occupe, alors évidemment il faut qu'il vienne travailler, hein, c'est pas le souci, mais qui occupe aujourd'hui ce stationnement pourrait peut-être justement se déplacer et être un petit peu plus civique entre guillemets. Il n'y a pas une grande distance pour libérer des places de parking et aussi libérer des places pour accès au commerce. Alors effectivement c'est peut-être un peu pieux, c'est le mot de le dire, mais il n'y aurait pas une grande distance. Je suis heureux de voir que vous commencez à faire la prière. Oh, vous seriez surpris, je pense. Vous seriez surpris, je pense. Bon. Oui, Voilà. mais pourquoi pas? J'allais dire, tout est ouvert. Alors, ceci dit, ce lieu dont on parle, on attend une réponse de l'État. Vous connaissez, vous connaissez l'État, voilà. Voilà, puis pour terminer, on voudrait avoir un calendrier précis de la mise en œuvre, c'est-à-dire la première réunion du comité de pilotage. Voilà, le projet, voilà, je suppose que vous l'avez acté, le fait de début des travaux, la date d'ouverture. C'est des choses importantes, c'est des choses aussi importantes pour les parents d'élèves qui oui, bien veulent entendu. maintenir leurs enfants aussi dans l'école. On va être clair, hein, parce que moi, là-dessus, j'ai été relativement choix fin d'année, début des travaux, il y en a, on va dire que ce serait une ouverture pour la rentrée 2020. Voilà. Oui, il faut 2 ans de travaux à peu près. Ah oui. Voilà. Enfin, 2 ans de travaux, non. 2 ans de procédure, parce que vous savez, entre les concours d'architectes, les appels d'offres, après, je pense que les travaux, il y en a pour moins que ça. Mais on maintient qu'il est important aujourd'hui de travailler avec les enseignants aussi, c'est les premiers utilisateurs. Et oui, non, mais voilà, le comité de pilotage, ça me paraît très court, ça nous paraît très court. Mais vous savez, on a aussi des normes. Oui, non, mais je sais Et qu'il y a des qui ne normes. répondent pas forcément Il faut savoir, à la demande. Hein, il y a des salles de motricité, il y a plein de choses auxquelles nous ne sommes pas concernés ou que nous n'avons pas connaissance parce que ce n'est pas notre travail. Oui. Aujourd'hui, il y a peut-être des choses. Quand ça va être acté, quand vous aurez fait les plans, c'est une école pour 40 ans, on ne va pas commencer à la démonter parce qu'il manque des choses ou parce qu'on a oublié quelque chose. Voilà, oui. C'est quelque chose de très important. Financièrement, ça va être un coût aussi à supporter. Voilà, c'est un projet où on ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut de la concertation. Il ne faut pas chercher derrière. Je suis amusé parce que vous m'avez reproché jusqu'à maintenant de ne pas être assez rapide et maintenant vous me reprochez d'être trop rapide. Dans le temps, moi ça me va. Le seul problème, c'est si vous voulez le faire en 4 mois, il va falloir vous réunir plusieurs fois, voire peut-être plusieurs fois par mois là-dessus. Et voilà, il faut déjà que les invitations soient faites, il faut que le comité soit fait. Établi, est-ce qu'on reprend le même comité oui, puisqu'il a été voté donc, avec des personnes différentes, mais les représentativités sont identiques. Hein, sont identiques, c'est tout. Donc, mais Madame Reculot est prête à travailler jour et nuit, m'a-t-elle dit, pour arriver à faire ce qu'il faut dans les temps et en heure. Voilà, merci de ces remarques. Donc sur cette première délibération, j'espère que les autres seront plus rapides. Sur cette première délibération, je vais le soumettre à votre vote. Y a-t-il des contre, des abstentions? Et qui est pour? Donc 23 pour, 5 abstentions. Je vous remercie. Tac. Nous allons passer à la deuxième délibération, qui est aussi une décision modificative, mais cette fois-ci sur le budget assainissement. Alors la chose est très simple. Hein. Nous avons en fonctionnement une somme de 30 000 € en dépenses. C'est en fait la rémunération de la SOR pour les matières de vidange. Autrefois, elles étaient comprises dans la délégation de services publics. Aujourd'hui, nous la facture à part. Mais bien sûr, c'était prévu en recette pour payer la délégation de services publics. Donc, on va le retrouver dans la redevance d'assainissement collectif en recette, pardon, hein, pour équilibrer cette dépense, puisqu'elle était prévue déjà sur le contrat qui a été diminué de cette même somme, ce qui est logique. Donc c'est uniquement un déplacement, donc si vous voulez, de cette somme sur ces matières de vidange. Et sur les immobilisations en cours de l'investissement,
c'est que nous avions fait une avance sur le marché Coca qui avait fait pour les travaux des quartiers de l'hôpital. Hein, donc on rembourse ces avances, hein, tout simplement par l'écriture, hein, qui va avec. Avez-vous des questions, des remarques? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Donc à l'unanimité, je vous en remercie. Hop là. Ensuite, nous avons une petite subvention à octroyer, donc si vous le voulez bien. C'est une subvention pour les Amis de la cathédrale de Luçon. C'est une subvention de 80 €. En fait, je vous explique la chose. La ville de Luçon avait organisé avec le département un concert qui fait que on emploie l'électricité de la cathédrale et on ne peut pas rembourser. En fait, on n'a pas le droit de rembourser donc directement le diocèse pour ses dépenses. Et donc, par contre, on peut le faire à travers donc, cette association. Et donc, c'est les 80 € représentent tout simplement les fluides qui avaient été employés au moment donc, de cette manifestation. Alors, je rappelle que sur les Amis de la cathédrale à Luçon, cette année, ils font un certain nombre de manifestations pour lesquelles nous avions versé donc, une subvention. Et sur la cathédrale, parce que ça concerne aussi les investissements que l'on fait sur la cathédrale, nous aurons 90 000 € qui vont être mis sur la fin de l'année sur le nouvel éclairage de la cathédrale. Donc de ce côté-là, un investissement pour les Amis de la cathédrale de Luçon qui, j'espère, satisfait leur soif de voir cette cathédrale dans le meilleur état possible et dans la meilleure mise en valeur possible. Voilà. Y a-t-il des questions ou des remarques? Donc je le soumets à votre vote. Qui est pour? Donc à l'unanimité, je vous en remercie. Nous allons passer à une autre subvention, celle de la restauration des façades, qui va être traitée par Madame Simonet. Merci, Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération du 30 octobre 2006 accordant une aide pour la restauration des façades situées à l'intérieur du périmètre du site patrimonial remarquable, vu le certificat de conformité des travaux établi par Monsieur Yves Nicolas, architecte chargé de l'instruction de ces dossiers, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 6 juin 2017, après avoir entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, accorde les subventions suivantes, donc 1 136,45 € à M. Dominique Drapeau pour sa maison située 2 rue Alexis Vincenot et dit que les crédits sont inscrits sur le compte 20 422 du budget principal et autorise M. le maire ou moi-même à signer tout document à venir se rapportant à cette affaire. Donc, comme d'habitude, une subvention pour une restauration de façade. Ouais, voilà, oui, puisqu'il s'agit de quelqu'un de la famille de M. Benin, donc il ne prendra pas part au vote. Pour les autres, y a-t-il des remarques ou des questions? Non? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Donc qui est pour? À l'unanimité, donc merci. Ensuite, nous avons une session de matériel nautique. Alors, la raison en est simple, hein, c'est que vous savez qu'on ne peut toujours pas se baigner dans le lac des Guiffettes. Il y a une étude qui est faite dessus en ce moment par le parc naturel régional du Marais Poitevin pour voir quelles sont les possibilités de pouvoir le rendre en partie à la... je dis en partie parce qu'il y a d'autres idées sur cet espace, en partie donc à l'activité nautique. Et donc le matériel qui est au club nautique, qui appartient à la ville, malheureusement s'abîme si jamais on ne faisait rien. Donc nous avons une SARL qui s'appelle le Yaga, qui serait preneur des matériels dont vous avez la liste ici, pour un montant global de 9 400 €. Voilà. Je ne détaille pas forcément toutes les choses. Avez-vous des remarques ou des questions? Oui, c'est la deuxième fois qu'on vend du matériel. Qu'est-ce qui reste en matériel présent sur la base nautique? Plus grand-chose. Je me tourne vers l'adjoint au sport. Il ne doit plus rester grand-chose. Ouais. En bateau, il ne reste plus rien. Non.
Merci de prendre merci de prendre le micro. Oui, pardon. Non, ce qui se passe, c'est que les bateaux se détériorent, n'étant pas utilisés, ils s'abîment très rapidement, quoi. Donc, mais je pourrais le préciser, hein, si tu souhaites. Pas de problème. Au-delà de ça, est-ce que la base nautique, le bâtiment en lui-même, resterait où il est aujourd'hui, ou il aura une fonction future? Alors, pour l'instant, rien de décidé, hein. Tout dépend de la faisabilité, donc de la réhabilitation du lieu. Donc je ne peux pas vous donner de réponse, l'étude étant en cours. C'est assez compliqué, hein, puisque en fait, alors on va dire la chose, hein, ce lac qui au demeurant est agréable, est une horreur environnementale, puisque d'abord il a été fabriqué sans autorisation, mais enfin bon, ça c'était un autre temps et d'autres manières de faire. La deuxième chose, c'est qu'il se trouve finalement tenu au-dessus du niveau du marais par des digues, alimenté par des eaux souterraines, hein, par pompage, et sur aucune voie d'eau. Hein, donc c'est en plus relativement peu de profondeur, ce qui fait qu'on a une eutrophisation qui est explosive. Alors avec des chaleurs comme ça va être encore pire. Et donc le développement de cyanophycées. Donc le pari, c'est d'arriver à faire quelque chose qui soit plus environnemental, hein, à la fois dans les méthodes d'épuration que dans les méthodes d'alimentation. Bon, à voir comment on peut faire. Et toute l'étude porte là-dessus. Après, qu'est-ce qu'on fait autour? Hein, il y a plusieurs idées qui se font jour ici, mais bon, on a un certain nombre de partenaires. Donc, il y a le parc qui s'en occupe, il y a la LPO qui est intéressée, la région est aussi intéressée par ce que l'on pourrait y faire dans le domaine des contrats de parc, et puis il y a bien entendu toute l'activité économique des Guifettes qui est au premier chef pour voir donc l'évolution qui en est. On a des possibilités d'aller chercher des financements qui sont des financements même européens là-dessus, hein, puisque je rappelle que là on est sur une zone Natura 2000 et dans une zone humide, et que le fait de réhabiliter dans un domaine environnemental nous donnerait la possibilité d'avoir un certain nombre de financements. Mais tout ça est long, ô combien long, parce que monter tous ces dossiers demande bien entendu des études relativement approfondies et une carriole de paperasse qui, elles, du coup, ne sont pas très environnementales, mais malheureusement, c'est comme ça. On peut dire qu'aujourd'hui, la voile, en règle générale, là-bas, est définitivement abandonnée et que peut-être... Définitivement, je ne suis pas sûr. Non, mais peut-être, par contre, du canoë-kayak ou des balades sur le parc pourraient se faire. Si vous voulez, on a une quarantaine d'hectares à l'heure actuelle. L'idée, c'est peut-être de le réduire, mais suffisamment pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant, hein, parce que si jamais c'est presque réduire d'un tiers, hein, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir 25-30 hectares, c'est déjà des beaux plans d'eau, hein, 25-30 hectares, donc on va voir ce que ça peut donner, mais tout ça sous de l'étude, hein, puisque l'idée, vous le savez, hein, c'est finalement de vider, de curer, hein, donc pour avoir plus de profondeur, de faire d'un côté une épuration naturelle, donc un peu comme dans les piscines naturelles, donc réutiliser l'eau de manière à pouvoir le faire avec moins de volume globalement, et de l'autre côté faire une roselière avec une activité qui est une activité à leur observation peut-être, mais aussi il y a des discussions par exemple avec le CREGEN sur tout ce qui est les observations des races qui sont en train de remettre en place, etc. Donc il y a beaucoup de projets autour de ça, hein, mais qui aujourd'hui sont en balbutiement parce que c'est bien sûr des bouleversements qui sont des bouleversements importants. Voilà. Pardon ? Alors l'activité, je ne peux pas répondre aujourd'hui parce qu'il faut déjà qu'on ait la possibilité. Oui, oui, je connais quel est votre attachement à cette activité. Je n'ai pas dit qu'elle allait disparaître. J'ai dit qu'aujourd'hui, je ne peux pas assurer qu'elle reviendra pour une raison simple, c'est que nous avons une norme. Parce que je rappelle que, en fait, on pourrait, si jamais on était toujours aux normes qui existaient autrefois, on pourrait toujours faire cette activité-là. C'est parce qu'il y a eu une baisse des normes, hein, sur le taux des cyanophycées qu'on a été obligé d'arrêter. Donc il suffit d'arriver à se remettre au niveau des normes,
Hein, maintenant, ça se fait pas comme ça d'un coup de baguette magique. La première estimation, quand même, pour pouvoir rétablir ça, c'est 2 millions d'euros. Donc, il faut aller quand même aller chercher un certain nombre de financements, parce que les 2 millions d'euros, je les ai pas comme ça, malheureusement. Hein, malheureusement. À moins qu'on trouve le moyen de monter à 25 000 habitants très rapidement. J'ai quelques doutes. Voilà. Mais la volonté, c'est vraiment de la réhabiliter. Hein. Voilà. Le micro, voilà. Oui, je comprends qu'on puisse vendre le matériel, parce que un matériel de voile qui ne sert pas, évidemment, que Il s'abîme. il s'abîme. Hein, ça, j'en sais pour quelque chose. Puis d'ici, parce que on va être clair, hein, la réhabilitation, on compte en années, hein, 2-3 ans, avec beaucoup de chance. Et d'ici là, il y aura certainement d'autres types de matériel qui seront Oui. demandés par les clubs. Bien mieux, oui. Oui. Voilà. Merci. D'autres interventions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Donc à l'unanimité, je vous en remercie. Une demande de subvention donc, pour la place de la gare. Vous savez qu'on a pu enfin acquérir la place de la gare. Donc maintenant, nous pouvons y faire un certain nombre de travaux. Et pour cela, on peut aller chercher des subventions. Donc, le coût de la réhabilitation, 150 000 euros. Nous avons la possibilité d'avoir, par les régions des Pays de la Loire, puisque nous sommes dans le cadre d'une gare qui reçoit des TER, donc on peut avoir des subventions à un tiers, donc qui représente 50 000 euros. Et dans les politiques contractuelles de la communauté de communes, on aurait la possibilité aussi d'avoir donc 50 000 euros. Il nous resterait à payer un autre tiers, donc qui serait de 50 000 euros, si bien sûr vous êtes d'accord pour que je puisse demander donc ces subventions. Avez-vous des remarques ou des questions? Donc je le soumets à votre vote. Des contre? Des abstentions? Donc tout le monde est pour? Pardon? Non, c'était que quelqu'un devançait ma pensée. Voilà. Merci bien. Donc, 7e délibération, effacement des réseaux et éclairage place de la gare. On y revient, mais cette fois-ci, c'est M. Gachet qui va vous en parler. Bon, merci, monsieur le maire. Donc, oui, on vient de parler de la place de la gare. Et là, il s'agit de passer une délibération pour l'effacement.
ancienne carrière, il va être servi. Au moins, on marque l'histoire. Donc, je le soumets à votre vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Merci à l'unanimité. Donc, 9e délibération, assainissement, rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement pour l'année 2016. La parole est à Monsieur Gachy. Je crois que vous avez l'annexe avec vous. Vous l'avez certainement lu ou vous allez le lire. Il ressemble beaucoup à celui de l'année dernière. Là, on parle vraiment que d'assainissement. On n'a pas encore le montant des factures. Donc, on rappelle simplement que la collectivité assure la compétence d'assainissement sur son territoire, ça c'est bien connu. Le mode de délégation, c'est en DSP par affermage, et c'est la SEUR qui exploite. Donc, ce sont les caractéristiques. Après, on a sur la page suivante tous les caractéristiques et indicateurs du service d'assainissement, avec la population, le nombre d'usagers, etc., etc. Ensuite, on a le nombre d'abonnés et les volumes facturés. Les linéaires, on a un linéaire important puisque on a 57 km de linéaire, dont 64 qui sont par refoulement. Non, le refoulement par contre 7 km et puis gravitaire 57. On a 64 km en tout. Voilà. Sinon, les autres indications sont peut-être moins importantes. Ce sera plus intéressant lorsqu'on aura le rapport total sur l'eau et l'assainissement, ce qui nous donnera le montant, l'explication de la facture. Voilà. Donc je crois qu'il n'y a pas de vote pour cette présentation. Il faut moins constater qu'il a été présenté brièvement, mais comme je dis, il n'y a pas d'augmentation tarifaire, ce qui est le cas depuis 2 ans aujourd'hui. Donc c'est déjà une bonne chose, et c'était aussi le fait d'avoir choisi la SEUR à l'époque pour avoir quand même une stabilisation des coûts, parce qu'on était reparti sur des coûts un peu plus élevés, et aussi avoir un suivi plus important, ce qu'on n'avait pas avec Cévenantes des Eaux. Donc c'est une bonne chose. Quelques petites questions concernant les rejets, puisqu'on voit qu'il y a une renégociation qui doit se faire. Les rejets, c'est les sociétés qui rejettent aujourd'hui, type Orial ou non? Oui, on a des sociétés qui rejettent, notamment vous avez même l'usine de Saint-Germain, oui. Captage Saint-Germain. Bon, ouais. Ça ne va peut-être pas continuer parce qu'il y a une demande qui est faite pour que cette eau soit plutôt dans les bassins, dans un bassin, soit dans un bassin de rétention, parce qu'on n'a pas eu encore l'accord de l'envoyer dans la bassine là-bas qui est sur les Maniles. Je trouve que c'est dommage, mais sinon on va détourner cette eau parce que c'est pas la peine de venir la traiter pour rien du tout. L'autre question, c'est avons-nous une explication sur l'augmentation de la consommation? C'est vrai qu'on est en nombre d'abonnés, on est toujours pareil, et on consomme de plus en plus. Oui, on m'a donné comme explication que bon, on avait des années plus chaudes aussi depuis quelques temps, comme cette année. Je suis sûr que avec les temps qui courent, là, bon, on va consommer beaucoup plus. Peut-être pas en boisson, mais enfin, on va prendre plus de douches, on va prendre plus de choses comme ça. Donc, c'est l'explication qu'on m'a donnée. Bon, est-ce que c'est la bonne? Je pense. Concernant les boues produites, je vois que toutes les boues ont été ont été évacuées. Alors, elles sont évacuées où exactement? Est-ce qu'elles sont évacuées dans des centres de traitement? D'accord. Pareil, concernant les déchets verts, donc on voit qu'il y a quand même une grosse évacuation de déchets verts malgré la vente de compost. Et au-delà de ça, il y avait je vois qu'il y a une réclamation sur les odeurs. On sait que les riverains sont un peu gênés par ça. Il y avait donc spécifié dans une annexe, donc il y avait un contrat qui imposait un suivi. On n'a pas l'annexe, donc on voudrait bien pouvoir jeter juste un œil, savoir ce qu'il en est exactement. Oui. Bon, les réclamations pour les odeurs sont presque inexistantes actuellement. Bon, on en a eu il y a 15 jours, parce que bon, il y avait un dysfonctionnement dans un filtre, ça peut arriver. Aujourd'hui,
Là, donc, c'est résolu. Vous avez parlé de l'augmentation des déchets verts, Oui. notamment des branchages. Oui. Bon, ben, ça vient du fait que la réglementation fait que nous n'avons plus le droit de faire brûler dans son jardin ou ailleurs. Et donc, maintenant, ben, il y a plus de branchages qui arrivent, quoi. Donc, c'est l'explication. Et puis dernier point, c'est concernant donc effectivement ce qu'on parle régulièrement. La SOR préconise aujourd'hui de commencer rapidement les études pour la station d'épuration ou la nouvelle station d'épuration. Alors la projection, je trouve étonnant qu'ils demandent à ce que ça soit fait rapidement, en sachant que la station d'épuration est indiquée jusqu'à 14 000 et quelques habitants. Oui, non, mais elle n'est pas 14 333 habitants. Elle n'est pas à saturation. Oui, c'est ça. Par contre, elle est fatiguée. Voilà, c'est ça. Bon, alors, c'est pas un an près. Bon, est-ce qu'on la fera dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, je ne sais pas exactement. Mais il faut y réfléchir parce que, bon, elle n'est pas à saturation, mais elle est fatiguée. D'autant plus que je vous rappelle que c'est une compétence obligatoire des communautés de communes d'ici 2018. Bon. Voilà. Donc je vous remercie. Vous êtes d'accord qu'on a pris connaissance du rapport? Ouais. Donc je vous remercie. Nous avons à dénommer une voie pour un projet de 15 maisons HPL Océan. La parole est à monsieur Gachet. Oui, donc là, c'est boulevard de l'Océan, vous savez, là où on a abattu la maison là, qui faisait l'angle, là, ici. Il y a des constructions qui doivent venir s'implanter là. Vous allez peut-être pas beaucoup voir, mais là, il y a une quinzaine de maisons, il y a les types 4 et les types 5 qui doivent s'implanter ici. Et la rue qui est en vert, ici, va devenir publique parce qu'elle pourrait desservir et désenclaver les terrains qui se trouvent au nord de Rial. Donc c'est cette rue qu'il faut dénommer parce que les utilisateurs ont besoin de ce nom pour leur papier administratif. C'est la raison pour laquelle on a passé cette délibération et la commission d'urbanisme propose de la nommer rue des Gabarres. On n'est pas loin du port, hein, les Gabarres, je vous donne là derrière. Là, hein. Bon, c'est un nom comme un autre. Hein, donc là, la commission d'urbanisme était donc d'accord. Donc étant donné l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après avoir délibéré, approuve le nom proposé rue des Gabarres et autorise monsieur le maire ou moi-même à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Voilà. Des questions ou des remarques? Oui, c'est dommage qu'on n'ait pas eu le plan avant, parce que nous, on était partis sur un autre projet, c'est-à-dire boulevard de l'Océan, puisqu'il y a un projet sur les maisons sociaux. C'est ça, social. Oui. Et en fait, on pensait que c'était ce projet-là avec des structures de construction, comme on en avait parlé. Ah oui, d'accord. Donc effectivement, c'est pas celui-là. On pensait qu'une rue allait se faire au milieu pour desservir donc de nouvelles habitations, ce qui n'est pas le cas. Qui sera peut-être le cas, mais aujourd'hui qui n'est pas le cas. Non. Voilà. Pour l'instant, le projet Le Puy-Méran n'est pas encore suffisamment avancé, puisqu'il faut déjà que le lotissement soit libéré pour après. Et ça risque de demander on a été induit en erreur, parce qu'on temps. avait boulevard de l'Océan, Ben oui, Victor non, mais c'est Hugo, ça. et c'est exactement la même chose. Ben, c'est de Ouais, l'autre côté. c'est de l'autre côté, oui. Oui, il va se faire dès que possible. Voilà, d'autres remarques ou questions? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Donc qui est pour? À l'unanimité, je vous remercie. Nous allons passer maintenant sur nous avons la 11 donc qui est retirée. Hein, et donc repoussée plus exactement. La 12e délibération école maternelle du centre convention pour la réalisation d'un audit énergétique. La parole est encore à monsieur Gachet. Bon, considérant le projet de travaux de remplacement des huisseries à l'école maternelle du centre, considérant la possibilité de demander et percevoir des subventions au titre des politiques énergétiques auprès de la région de Pays de la Loire et auprès du CIDEV. Ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise monsieur le maire à signer la convention avec le CIDEV relative à la réalisation de l'audit énergétique de l'ensemble immobilier de l'école maternelle du centre. Voilà, c'est tout ça. Des remarques, des questions? Il y a un appel d'offres qui a été effectué il y a quelques temps, je pense qu'il y a 2 ans maintenant, sur le remplacement des huisseries. Déjà à l'époque, il y en avait pour 55 000 €, je crois. Seule la salle de motricité avait été faite. Où en était-il? Enfin, qu'est-ce qui... Maternelle du centre, oui.
Tout tunnel Le micro, s'il vous plaît. Pas côté rue. Non, il n'y avait pas eu que la salle de D'accord, mais motricité. on est toujours sur l'appel d'offres, là. Oui. Toujours sur le même. D'accord. Oui, oui. Et ça continue cet été. D'accord. Très bien. Deuxième tranche. C'était prévu en 3. Ok, d'autres remarques? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. 13e délibération, frais de scolarité pour l'accueil des enfants des communes voisines dans les écoles primaires. Délibération habituelle qui va être traitée par Madame Reculot. Merci, Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités locales, vu la loi 2009-1312 du 28 octobre 2009 tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence. Vu le Code de l'éducation et notamment l'article L. 442.5.1 relatif à la contribution de la commune de résidence pour un élève scolarisé dans une autre commune. Considérant la nécessité de faire participer la commune de résidence aux frais de scolarité des enfants domiciliés sur son territoire, et vu l'avis favorable de la Commission des finances du 6 juin 2017, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide qu'une participation sera demandée aux communes pour l'accueil des élèves des communes voisines dans les écoles primaires pour le cas où la commune de résidence n'a pas de structure pour l'accueil des enfants, et dit que la participation financière concerne les élèves des classes maternelles et élémentaires, y compris les classes d'intégration scolaire, et fixe la participation financière aux frais de fonctionnement à hauteur du montant pour l'année 2016-2017, soit 205,61 par élève scolarisé. Attendez. 705,61, pardon. Par élève scolarisé dans les classes élémentaires et 1784,43 pour les élèves scolarisés dans les classes maternelles. Par contre, ce que je voulais notifier, ce n'est pas un montant qui est arrêté par le département, c'est le coût de la pour notre collectivité. Les montants du département sont fixés quand il y a des litiges et pour régler les litiges, mais là, les montants réclamés sont les montants réels du coût de l'élève sur notre collectivité. Voilà. Puisque les propos de Madame l'adjointe scolaire a été accompagnés par Jésus comme un joie demeure, je pense qu'il n'y a pas trop de discussion sur cette délibération, à moins que vous le vouliez. Non? Donc je le soumets directement à votre vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? 14e délibération, École des sports, convention de mise en œuvre des activités animation sportive. La parole est à Monsieur Edouin. Merci Monsieur le maire. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu les délibérations des 7 mai 2010 relatives aux tarifs des activités d'animation sportive transférées, du 7 juillet 2011 relative aux tarifs école des sports pour le public luçonnais et du 27 septembre 2010 relative à la mise en œuvre du dispositif école des sports, considérant l'intérêt du dispositif favorisant l'accès aux pour tous par la découverte pour les jeunes luçonnais de 6 à 11 ans d'un maximum d'activités physiques et sportives, considérant la mise en œuvre de ce dispositif en partenariat avec les associations sportives concernées permettant de proposer des prestations de qualité, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 6 juin 2017, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe la participation de la ville à 13 € par heure TTC pour l'intervention d'éducateurs sportifs auprès des associations concernées. Approuve les termes de la convention École des sports pour la saison 2017-2018. Autorise Monsieur le maire ou moi-même à signer les conventions de mise en œuvre des activités animation sportive. Et dit que cette dépense est prévue sur le budget préventif 2017. Il s'agit donc là le montant n'a pas changé, on va dire de dédommager les éducateurs sportifs qui interviennent dans le cadre de l'école des sports à raison donc de 13 € par séance et par heure. Voilà. Hein, l'idée étant effectivement, je rappelle, donc cette école des sports se pratique sur 2 ans. Il y a à peu près 80 enfants qui en profitent avec un tarif préférentiel pour les Luçonnais. Voilà. Habituel, des questions, des remarques? Donc des contre? Des abstentions? Des pour?
Unanimité, merci. 15e délibération, là aussi habituelle, mise à disposition annuelle des structures sportives. Ceci va être traité par Monsieur Audouin. Merci Monsieur le maire. Donc une délibération classique et celle qui suivra aussi. Je ne vais peut-être pas la lire entièrement. Il s'agit simplement donc de la mise à disposition gratuite, en fin de compte, des différentes infrastructures sportives auprès des associations sportives luçonnaises. Voilà, donc cette délibération concerne une mise à disposition annuelle, c'est-à-dire sur le temps des périodes scolaires, hors vacances. Celle qui suivra concernera une mise à disposition exceptionnelle dans le cadre de manifestations exceptionnelles ou compétitions. Voilà. Si vous avez des questions, ça n'a rien à changer. Remarques, questions? Y en a-t-il certains d'entre vous qui sont contre l'expression sportive de nos associations et qui ne veulent pas mettre à disposition? Non? Ou certains qui s'abstiendraient? Donc qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. Et donc, 16e délibération, mise à disposition exceptionnelle des structures sportives. Monsieur Audouin. Merci Monsieur le maire. Voilà, donc il s'agit donc de la même mise à disposition, mais enfin des mêmes équipements sportifs, mais mis à disposition de façon exceptionnelle. Donc plus, on va dire, sur le temps du week-end, dans le cas d'une manifestation exceptionnelle, compétition, voilà. Toujours gratuite, lorsqu'elle concerne des associations sportives luçonnaises. Voilà. Questions, remarques? Des contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. 17e délibération, là aussi habituelle, et qui va être traitée par Madame Parpaillon, Saison culturelle 2017-2018, convention de partenariat culturel avec l'association Comité des Fêtes de la Ville de Luçon dans le cadre de la programmation de Connaissance du Monde. Merci Monsieur le maire. Monsieur le maire rappelle que le théâtre Milandi est un service municipal assurant une mission de service public culturel. À ce titre, il participe activement à la promotion de l'activité culturelle. Il permet un accès large et équitable des Luçonnais à la culture et au spectacle vivant en particulier. En ce sens, la ville de Luçon apporte son soutien à l'association Comité des Fêtes de la ville de Luçon dans le cadre de la programmation des conférences Connaissance du Monde, en mettant à disposition la structure municipale Théâtre Milandi et son personnel. Considérant la nécessité de fixer les modalités du partenariat qui lie les deux partenaires, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 6 juin 2017, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, contribue à l'organisation des conférences dans le cadre de la programmation Connaissance du Monde pour la saison 2017-2018, en mettant à disposition la structure municipale Théâtre Milandi et son personnel, approuve les termes de la convention de partenariat culturel conclu avec l'association Comité des Fêtes de la ville de Luçon, autorise Monsieur le maire ou moi-même, adjointe au maire, à signer la convention et toutes les pièces afférentes au dossier. Je pense que vous avez lu l'annexe qui est habituelle à ce que l'on fait tous les ans avec la programmation de Connaissance du Monde. Remarques ou questions? Des contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité, merci. Autre délibération habituelle, la saison culturelle 2017-2018, convention de partenariat culturel avec l'association Le Drôle de Festival, dans le cadre du festival de Souffleur d'Arindel, les scènes du Souffleur. La parole est à Madame Parpaillon. Merci Monsieur le maire. Monsieur le maire rappelle que le théâtre Milandi est un service municipal assurant une mission de service public culturel. À ce titre, il participe activement au soutien des jeunes artistes et à la création artistique en région. En ce sens, la ville apporte son soutien à l'association Le Drôle de Festival dans le cadre de son festival Le Souffleur d'Arindel, les scènes du Souffleur. En décernant le prix Milandi, le dit prix consiste à accueillir l'artiste en résidence, accompagnement dans sa démarche de création afin de faire évoluer son projet artistique, ainsi qu'à offrir la possibilité de jouer sur une des plus belles scènes de Vendée en première partie d'un spectacle de la programmation. Par la participation active de la directrice du théâtre Milandi ou son représentant en tant que membre du jury. Considérant la nécessité de fixer les modalités du partenariat qui lie les deux partenaires, vu l'avis favorable de la Commission de finances du 6 juin 2017, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, contribue à l'organisation du festival Le Souffleur d'Arindel, concours scène du Souffleur, en décernant le prix Milandi, approuve les termes de la convention du partenariat culturel conclu avec l'association Le Drôle de Festival, autorise Monsieur le maire ou moi-même, adjointe au maire, à signer la convention et toutes les pièces afférentes au dossier.
Donc c'est quelque chose qu'on traite tous les ans et c'est vrai qu'effectivement permettre à un jeune artiste de pouvoir venir sur la scène et aussi en résidence également concourt aussi à la mission du théâtre Milandi. Remarques, questions? Des contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Dans la chaleur de cette pièce, nous allons avoir maintenant le verbe rafraîchissant de Madame Simonet qui va nous parler de création de postes. Oui, Madame Simonet, elle a bien chaud quand même. Merci, Monsieur le maire. Donc une délibération habituelle que nous prenons tous les ans en fonction des avancements d'échelon, enfin des avancements de grade. Donc, considérant les avancements de grade au choix de l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire du 27 avril 2017 et sous réserve de l'avis du 22 juin 2017 pour les 3 postes d'adjoint technique principal de 2e classe, vu la délibération du 21 février 2017 fixant les ratios promouvables pour l'avancement de grade des agents de la collectivité pour l'année 2017, vu l'avis favorable de la commission des finances du 6 juin 2017, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, crée 9 postes d'adjoint administratif principal de première classe, 3 postes d'adjoint d'animation principale de première classe, 3 postes d'adjoint technique principal de 2e classe, 2 postes d'adjoint technique principal de première classe, 2 postes d'agent de maîtrise et un poste de brigadier chef principal. Tous ces postes sont à temps complet et autorisent Monsieur le maire ou moi-même à signer les arrêtés correspondants et dit que les crédits nécessaires sont affectés au chapitre 012. Donc vous n'avez pas le tableau des effectifs, vous l'aurez comme d'habitude en fin d'année. Il est évident qu'il y a des postes qui sont ouverts et d'autres, les anciens postes refermés, bien évidemment. Des remarques ou des questions? Monsieur Nolot? Juste concernant la réserve du 22 juin, c'est qu'il y a une réunion... non, sous réserve de l'avis du 22 juin. Ouais. C'est ça. D'accord. Oui, alors donc, madame... Il y a une deuxième. D'accord. Le 22 juin, c'est qu'il y a une autre réunion. CAP au centre de gestion. Ouais, d'accord. D'accord. Voilà. C'est au centre de gestion, oui, bien évidemment. Oui. Voilà. C'est en fait, on attend une décision éventuellement de la CAP. Voilà. Donc, sauf si le centre de gestion disait non, bon, il n'y a pas de raison. Ok. D'autres remarques ou questions? Non. Donc, je le soumets à votre vote. Des contre? Des abstentions? Qui est pour? À l'unanimité. Donc, modification des régimes d'astreinte. La parole est à Madame Simonet. Merci, Monsieur le maire. Par délibération en date du 3 octobre 2008, modifiée par la délibération du 13 avril 2010, le Conseil municipal a défini les modalités d'organisation et d'indemnisation des astreintes et des interventions assurées durant ces astreintes par les personnels municipaux et notamment les agents des ateliers municipaux. Le décret 2015-415 du 14 avril 2015 et l'arrêté du même jour ayant revalorisé l'indemnisation des astreintes de la filière technique, il convient d'intégrer ces nouvelles dispositions, à savoir pour la semaine complète. Alors nous sommes sur une astreinte d'exploitation, bon, je vous expliquerai après. Donc vu l'avis favorable de la commission des finances du 6 juin 2017, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le maire ou moi-même à modifier les modalités d'organisation des astreintes comme ci-dessus à compter du 17 avril 2015, dit qu'en cas de revalorisation de l'indemnisation des astreintes par disposition réglementaire, ces nouveaux montants seront applicables automatiquement et dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget chapitre 012. Donc nous sommes en effet sur une astreinte d'exploitation, puisqu'il est dit dans les textes que l'astreinte d'exploitation, donc cette astreinte concerne la situation des agents tenus pour des raisons de nécessité de service, de demeurer à leur domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir dans le cadre d'activités particulières, contrairement à l'astreinte de sécurité qui, elle, n'est mise en place que dans une situation de crise ou de pré-crise, et ce qu'on n'aspire pas à avoir. Remarques ou questions?
Monsieur Nolot? Il y a de la rétroactivité là-dessus? D'autres interventions? Qui est pour? Je vous remercie, unanimité. Mission d'inspection du service d'hygiène et de sécurité du centre de gestion de Vendée. La parole est à Madame Simonet. Merci, Monsieur le maire. Donc, après avoir mis en place le document unique, nous avons mis en place un CHSCT. Et ce CHSCT donc, a des missions, bien évidemment, et notamment des missions de contrôle de nos équipements et de conformité. Donc il y aura, alors, considérant la difficulté de nommer et de former un agent en interne, Monsieur le maire propose au conseil municipal de solliciter l'intervention du centre de gestion sur la base des tarifs arrêtés chaque année par cet organisme. Et pour 2017, c'est 380 € par jour et 215 € pour la demi-journée. L'intervention se déroulera de la manière suivante. Première étape, une réunion de cadrage avec une présentation des missions, exposition des thèmes du livre 2, titre 3, hygiène, sécurité et conditions de travail, du code de travail et des décrets d'application qui feront l'objet de l'inspection, définition du champ d'intervention et désignation de ou des personnes chargées d'accompagner l'inspecteur durant cette mission. L'étape 2, inspection des documents relatifs à l'hygiène et à la sécurité et des locaux de travail de la collectivité. Et étape 3, réunion de synthèse, compte rendu de la visite durant lequel sont exposés à l'élu, employeur et aux personnes accompagnantes les non-conformités relevées. Les mesures d'hygiène et de sécurité qui paraissent nécessaires seront développées durant cette réunion. Vu l'avis favorable de la Commission des finances du 6 juin 2017, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte la proposition du maire et décide de confier au Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vendée la réalisation de la mission d'inspection en hygiène et sécurité du travail, autorise Monsieur le maire à signer la convention entre la commune et le Centre de gestion de tous les documents relatifs à la prestation d'inspection assurée par le Centre de gestion. Donc c'est vrai qu'au centre de gestion, il y a vraiment une personne qui est formée, enfin qui ne fait que ça, hein, que des contrôles, donc qui a l'œil. Et plutôt que de former un agent en interne, nous avons opté pour cette solution, si vous en êtes d'accord. Remarque, question? Monsieur Lelot? J'ai peut-être mal lu, mais puisqu'on parle d'une journée entière et d'une demi-journée, on a pris combien de temps? Une journée entière? On va commencer par une journée. De toute façon, ça va se faire... bon, il y aura déjà une journée en 2017, une autre journée après en début 2018, et on va continuer comme ça jusqu'à... Une journée, ça paraît court pour tout en espérant que... voir toutes les structures en une journée, ça paraît... Non, il n'y aura pas toutes les structures en une journée, mais à mon avis, la moitié, parce qu'il a l'œil, l'habitude. Donc, ouais. Hein. Bien, je vous remercie. Y a-t-il d'autres remarques ou questions? Donc je soumets à votre vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? À l'unanimité, donc je vous en remercie. 22e délibération, recrutement d'un service civique. La parole est à Madame Simonet. Alors, un nouveau service civique dans les mêmes conditions que précédemment, donc sur 24 heures hebdomadaires, avec les mêmes rémunérations que prévues donc par la loi. Donc, afin de sensibiliser, d'aider, de communiquer auprès des usagers sur les règles d'élimination des déchets ménagers et sur l'amélioration du tri sélectif, la ville de Luçon souhaite recruter un jeune dans le cadre du dispositif du service civique. Ce jeune sera sous la tutelle de l'agent titulaire au sein du service à la population. Il accompagnera celui-ci dans cette démarche citoyenne. Au sein de la ville de Luçon, le volontaire accueilli aura pour mission principale d'assurer l'interface entre le maire et les usagers, afin d'aider ces derniers et les sensibiliser aux gestes éco-citoyens, gestes de tri, réduction des déchets, remise des sacs appropriés et participation aux actions de communication. Donc, montant des indemnisations, le jeune bénéficie d'une indemnité mensuelle minimale de 513,31 € brut, soit 472,97 € net versés par l'État. Il perçoit en plus une prestation d'un montant minimum de 107,58 € net en nature ou en espèces, correspondant aux frais d'alimentation ou de transport versés par les collectivités employeurs. Cette indemnité correspond à 7,43% de l'indice brut 244.
Elle suivra l'évolution du point d'indice. Et en cas de situation sociale ou financière difficile, un supplément de 116,85 € brut peut être versé si le jeune est étudiant bénéficiaire d'une bourse sur critères sociaux de 5e, 6e et 7e échelon, ou bénéficiaire du revenu de solidarité active, donc le RSA jeune actif. Un tutorat doit être garanti à chaque jeune. Il doit être signé au sein de la structure d'accueil et sera chargé de préparer et d'accompagner le volontaire dans la réalisation des missions. Une formation civique et citoyenne sera assurée aux volontaires. Les structures d'accueil devront accompagner les jeunes dans leur réflexion sur leurs projets d'avenir. Ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise monsieur le maire ou moi-même à effectuer le recrutement d'un service civique pour la mission communication auprès des usagers sur les règles du tri sélectif des usagers à compter du 1er juillet 2017, autorise monsieur le maire ou moi-même à signer le contrat d'engagement de service civique et la convention de mise à disposition auprès d'éventuelles personnes morales, autorise monsieur le maire à ouvrir les crédits nécessaires pour le versement d'une prestation en nature ou d'une indemnité complémentaire à hauteur de 7,43% de l'indice brut 244, soit 107,58 € net par mois pour la prise en charge de frais d'alimentation ou de transport. Remarques ou questions? Je suis désolé de vous réveiller, mais je vais vous demander de voter. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Allez, encore un petit effort pour cette dernière délibération. Convention de mise à disposition entrante de personnel de droit privé, Club nautique Ville de Luçon. La parole est à monsieur Edouard. Merci monsieur le maire. Donc la loi de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007 a innové en permettant la mise à disposition de salariés de droit privé auprès de personnes publiques. La mise en œuvre de cette possibilité de nommer mise à disposition entrante est prévue par le décret du 18 juin 2008 pour la fonction publique territoriale. À travers ce nouveau dispositif, la collectivité peut faire appel à un ou plusieurs salariés de droit privé pour la réalisation d'une mission et d'un projet déterminé. La mise à disposition s'opère alors dans le cadre d'une convention qui est conclue entre l'administration d'accueil et l'employeur du salarié intéressé. Cette convention doit recevoir l'accord du salarié avant sa mise en œuvre. Dans le cadre de sa politique d'animation jeunesse, la ville de Luçon, en partenariat avec le Club nautique luçonnais, Fédération française de natation, va être conduite à organiser l'opération J'apprends à nager pendant l'ouverture du centre de loisirs du 10 juillet 2017 au 31 juillet 2017. L'objectif de cette opération est de sensibiliser notre jeune public âgé de 6 à 12 ans à la natation et de les amener au niveau sauvetage. La collectivité souhaite déléguer cette initiative au Club nautique luçonnais qui dispose du personnel spécialement qualifié. Le coût de cette opération sera pris en charge par le Club nautique luçonnais. Ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise monsieur le maire ou madame Michèle Simonet à signer la convention de partenariat annexée. Remarques ou questions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il de contre? Des abstentions? Qui est pour? À l'unanimité, voilà, nous en avons donc terminé de ce conseil municipal que je déclare donc Monsieur fermé. le maire, juste en question diverse, j'aurais juste 2 points. Un point, savoir s'il y a un conseil municipal de prévu en juillet et en août. Non, d'accord. Et le deuxième point, c'est savoir si vous aviez pris une décision sur l'étape, si on était toujours sur 4 non, jours, alors, 4 jours et demi. juste très rapidement, je crois que, comme beaucoup de nos collègues, il y a urgence à attendre. Parce que réorganiser tout du jour au lendemain, etc., sans avoir une concertation, du coup, avec les parents d'élèves, sur cette année, on va certainement rien changer. Et nous allons voir un petit peu l'année prochaine, donc sur la rentrée prochaine, de la manière dont ça va évoluer. Mais là, c'est trop court pour pouvoir faire quelque chose. Ah, voilà. Donc, merci. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée, bien fraîche.